La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 13 août 2025. Le titre du jour, c'est la bourse unidirectionnelle. Le renforcement du scénario de baisse des taux dès le mois de septembre aux États-Unis continue à soutenir les marchés actions. C'est un peu toujours la même histoire. Les gros indices américains sont au zénith, les petits se réveillent. Le Stoxx Europe 600 européen n'est plus qu'à 3% du pic qui avait été touché en mars dernier. Les investisseurs gardent un discours prudent en façade, mais ils achètent compulsivement la trumpisation du monde. C'est la bonne vieille histoire de la bouteille à moitié pleine. Les marchés actions avaient hier sous les yeux une raison de se réjouir et une raison de s'inquiéter de l'inflation américaine de juillet. Eh bien devinez quoi, ils ont choisi de se réjouir. Le trio des principaux indices américains, S&P 500, Nasdaq 100 et Dow Jones, a gagné plus de 1% en clôture. Le Russell 2000, qui piste lui les petites capitalisations, a bondi de 3%. Ça lui permet de signer à la fois sa plus forte hausse depuis le 12 mai et son retour en territoire positif en 2025. La bouteille à moitié pleine, c'est une inflation plus modérée que prévu, 2,7% contre 2,8% anticipé, qui a permis de faire monter à 94% la proba d'atteindre le Graal du moment pour les investisseurs. Je veux parler d'une baisse de taux de 25 points de base de la Fed à l'issue de la réunion prévue les 16 et 17 septembre prochains. Petit bonus, le secrétaire US au Trésor Scott Bessent a même suggéré hier soir que la Banque centrale pourrait assouplir sa politique monétaire de 50 points de base en une seule fois. Alors c'est quoi la bouteille à moitié vide ? Eh bien c'est l'inflation de base, la core inflation, celle qui écarte les éléments les plus volatiles. Elle accélère et elle dépasse ses attentes, 3,1% de hausse des prix annuels en juillet, après 2,9% en juin et 3% attendu par le consensus. Alors en courbe, ça donne un joli mouvement en U depuis le début de l'année. Baisse de l'inflation jusqu'en février, puis 3 mois de stagnation, puis redécollage en juin et accélération en juillet. Alors les plus chevronnés d'entre vous se rappellent que jusqu'à une date récente, personne ou presque ne contestait la supériorité de l'inflation de base sur l'inflation brute pour mener la politique monétaire. Et ben hier, tout le monde s'en foutait. Ce qui compte, c'est le storytelling. De toute façon, les statistiques sont fausses selon la Maison Blanche qui vient de nommer un économiste asservi aux commandes du service qui les compile. D'ailleurs, cette sanction est probablement en partie méritée, mais ça n'enlève pas le risque de faire s'évaporer l'objectivité des données à l'avenir. Et là, le storytelling, c'est aussi le nouveau Mr. Stat, E.J. Anthony, qui propose de suspendre la publication du rapport mensuel sur l'emploi pour publier des données plus fiables fondées sur une plage de temps plus longue. Alors là encore, c'est une idée qui est plutôt intéressante dans l'absolu, mais elle intervient quand même à un moment particulièrement opportun politiquement pour Donald Trump, lequel a d'ailleurs ajouté sa voix au concert des railleries hier. Il a brocardé le patron de Goldman Sachs pour la dernière étude de la banque sur l'impact inquiétant des droits de douane sur l'évolution des prix. Et il en a aussi remis une couche d'ailleurs, sa couche hebdomadaire habituelle sur le président de la Fed, trop tiède à son goût sur les baisses de taux, je vous le rappelle. Il a ressorti de son chapeau des poursuites judiciaires visant Jérôme Powell concernant les travaux du bâtiment de la Réserve fédérale. Ah, et histoire d'enfoncer le clou, le président américain a aussi martelé que les droits de douane sont payés par les autres pays et qu'ils rapportent des milliers de milliards de dollars. Et là, on est encore dans du beau storytelling, puisque importe peu en réalité que ce soit des centaines de milliards plutôt que des milliers de milliards, et qu'on ne sait pas vraiment au final qui les paye, même si on suppute que c'est le consommateur américain. Ce qui compte, c'est le message. Bon, il reste quand même un pan du marché qui hésite un petit peu à embarquer dans l'aventure, c'est le compartiment obligataire qui est dépeint habituellement comme la vigie du secteur, ce qui signifie à la fois qu'il réagit avec sagesse, en tout cas pour ses fans, ou qu'il est barbant et à côté de la plaque pour ses détracteurs. La publication des chiffres de l'inflation de juillet hier a laissé de marbre le marché obligataire, puisque le rendement de la dette américaine à 10 ans est resté plus ou moins stable. Je vous rappelle que normalement, quand la perspective d'une baisse de taux se renforce, le prix des obligations doit monter et leur rendement doit reculer, c'est le mécanisme économique habituel. Et là, ce n'est pas le cas, signe que l'obligataire ne considère pas les derniers chiffres d'inflation comme changeant la donne. Je souligne toutefois que le financier américain bien connu Ed Yardeni a rappelé dans un papier cette nuit avec justesse que le 10 ans américain avait grimpé jusqu'à 100 points de base l'année dernière entre septembre et décembre, c'est-à-dire exactement quand la Fed avait réduit ses taux de 100 points en 3 fois, la Fed qui avait baissé de 50 points en septembre, puis 2 fois de 25 points de base par la suite jusqu'à la fin de l'année.
Alors pourquoi ça s'était passé comme ça l'année dernière ? Eh bien parce que l'obligataire doutait du recul de l'inflation jusqu'à 2%, et il a eu raison, et qu'il redoutait une dégradation du déficit. Il a eu aussi raison, ce qui n'a pas empêché les marchés actions d'atteindre des records, malgré un parcours, il faut le dire, un petit peu heurté. L'autre échéance majeure de la semaine, c'est toujours la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska le 15 août sur l'Ukraine et probablement sur d'autres sujets. Paradoxalement, alors que le monde occidental s'allonge systématiquement comme une carpette face au président américain, eh bien les médias pensent que Trump va se faire couillonner par Poutine d'une façon ou d'une autre. Les Européens, eux, ils essayent de se faire entendre, mais ils ne sont pas invités au bal. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve de plus en plus pathétique cette photo de groupe des dirigeants européens entourant Volodymyr Zelensky, répétée au moindre déplacement. L'UE cherche à crier avec cette image, eh bien on fait bloc, mais on constate tristement que la vraie légende, c'est à plusieurs, on n'est pas plus fort. Pour en revenir au marché boursier en dehors de l'Australie qui perd 0,5% ce matin, tiré vers le bas par ses banques après les résultats jugés décevants de Commonwealth Bank of Australia, les marchés d'Asie-Pacifique ont le vent en poupe, ils fêtent la perspective d'une baisse de taux aux États-Unis. Le Japon gagne encore plus de 1%, mais c'est le Hang Seng à Hong Kong qui détonne avec 2% de hausse, dopé par l'optimisme de Wall Street et par des rumeurs de dizaines de projets d'introduction en bourse. Les gains sont aussi au rendez-vous en Corée du Sud, en Inde et à Taïwan. L'Europe est attendue en légère progression dans les premiers échanges. Dans l'actu des sociétés en Europe justement, il ne se passe pas grand-chose en France, il faut bien le dire, depuis quelques jours. Je vais passer directement aux entreprises du vieux continent. General Atlantic, actionnaire de ProSiebenSat, opte pour l'offre tchèque de PPF et renonce à celle de MFE, a appris Reuters. Le groupe danois Demant publie des résultats inférieurs aux attentes au T2. Les constructeurs de camions Daimler, AB Volvo et d'autres encore poursuivent la Californie pour faire bloquer les règles en matière d'émissions. De Beers, la filiale d'Anglo-Américaine, annonce avec son partenaire Endiama la découverte d'un champ de kimberlite en Angola. KKR estime que l'offre de reprise d'Assura est désormais caduque. Des dirigeants d'Evolution AB filmés pendant qu'ils expliquaient leur business dans des pays interdits selon Bloomberg, ce qui fait un petit peu de bruit pour la société suédoise. Stadler Rail a reçu une commande de train de la part d'un groupe danois. Avolta a signé un contrat de 12 ans à l'aéroport de San José. Straumann pénalisé par le Francfort. ThyssenKrupp Nucera annonce de son côté une perte trimestrielle inattendue mais a confirmé ses prévisions. On a aussi eu les chiffres ce matin de Brenntag, de Renk, de Genoptic ou encore d'E.ON et de Prudential. Parmi les autres actualités en Amérique du Nord, SimilarWeb gagnait 21% après ses résultats trimestriels. En revanche, Cava et CoreWave reculaient après leurs chiffres. Cava moins 22% et CoreWave moins 10,4%. Perplexity a offert 34,5 milliards de dollars à Alphabet pour racheter le navigateur Chrome. C'est une info qui avait déjà été annoncée durant la séance hier. Advent propose pour sa part 43,50 dollars par action pour acheter Sapiens. Exxon pourrait investir jusqu'à 21,7 milliards de dollars s'il trouve du pétrole et du gaz à Trinidad et Tobago. Figma et Motif sont parvenus à un accord dans le cadre d'un contentieux sur la propriété intellectuelle. Les groupes autochtones du Canada sont en pourparlers avec Cenovus en vue d'une prise de participation pouvant atteindre 2 milliards de dollars canadiens dans Meg Energy, révèle Bloomberg. Brown & Brown a racheté les actifs de Tire Shield. Le Texas poursuit Eli Lilly pour avoir prétendument corrompu les prestataires de soins afin qu'ils prescrivent ses médicaments. AbbVie annonce un investissement de 195 millions de dollars pour développer la fabrication d'ingrédients pharma actifs aux États-Unis, et Air Canada a demandé l'intervention du gouvernement canadien alors que les négociations avec ses agents de bord sont dans l'impasse. Les publications du jour aux États-Unis: Cisco, Venture Global, Hydro One et Coherent. Ailleurs dans le monde, CK Infrastructure s'impose comme le principal candidat à la reprise des actifs de Thames Water au Royaume-Uni et pourrait prendre le contrôle du plus grand fournisseur d'eau britannique dans les semaines à venir, rapporte le Times. Commonwealth Bank of Australia, j'en ai déjà parlé, affiche une hausse de ses bénéfices mais déçoit le marché. Le titre perdait 4 à 5% en fin de séance. Enfin, Fractal Analytics, première licorne indienne de l'IA, a déposé une demande d'IPO à Bombay sur la base d'une valorisation qui pourrait atteindre 3,5 milliards de dollars. Quelques publications intéressantes en Asie-Pacifique aujourd'hui: Tencent, Suncorp, China United Network, CK Infrastructure, Asustec, Samsung Life Insurance ou encore Lenovo. C'est la fin de ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.